La réponse du politologue va être assez simple. C'est un choix politique qui appartient, et là c'est la grande question, à qui et dans quelle mesure le démos doit être plus petit, plus grand, ça c'est véritablement une question de choix politique. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que si effectivement il y a un déficit démocratique au niveau de l'Europe, on le retrouve à tous les niveaux de pouvoir et dans tous les pays. Et donc là c'était une véritable question. On le sait qu'aux dernières élections communales, le taux d'abstention était le plus élevé que celui qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc là il y a une véritable question. Est-ce qu'à côté de ça, la participation des citoyens, comme ce soir ou comme sous d'autres formules, est la panacée? Et la réponse est non, non plus. Et donc là, c'est véritablement des choix politiques qu'il faut faire en sachant qu'il n'y a pas d'un coup de baguette magique qu'on va pouvoir trouver des solutions, y compris au niveau de la participation citoyenne, parce que plusieurs questions sont importantes, notamment la question de qui va participer. Et c'est une question qui est importante, notamment aussi pour les initiatives citoyennes européennes. Qui est-ce qui va dire oui? Qui est-ce qui va dire non? Qui est-ce qui peut participer? Mais également, où vont-ils s'inscrire dans le processus décisionnel? Toutes ces questions-là sont des questions de choix politique. Monsieur Lamberts, par rapport à cette notion de libre-échange, je crois en effet que qu'il faudrait peut-être imposer. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsqu'on parle à la fois du tout marché et du tout à la compétition, nous on pense que c'est pas vraiment une direction soutenable. En effet, pour moi, la première compétition à laquelle nous sommes confrontés, c'est la compétition entre nous. Je veux dire, c'est la compétition, c'est l'Allemagne qui fait, et j'en suis pas très fier parce que c'est une majorité socialiste verte qui a fait les réformes qu'on menait à ça. Donc, je veux dire, on balaye aussi devant notre porte. Les réformes du droit du travail en Allemagne ont été faites pour diminuer les coûts du travail, clairement. Ça s'est accompagné par un saut de 2 points de pauvreté en Allemagne pendant les années où on a exécuté ça, et depuis, évidemment, on ne les a jamais perdus en Allemagne, ils sont toujours là. Mais donc, cette politique de compétition à la fois sur les normes sociales, sur les normes salariales, sur les normes environnementales, sur les normes fiscales, entre nous, c'est d'abord là, en tout cas, que moi je veux mettre le paquet. Autrement dit, peut-on quitter ce mode qui est dominé par la compétition vers la coopération fiscale, la coopération dans les normes sociales, dans les normes environnementales, des standards communs au niveau de la Sécu. Et moi, ce que je pense à quoi il faudra arriver, c'est de plus en plus des éléments de sécurité sociale communes. Et donc, pour moi, c'est là que je veux mettre la priorité. Alors, vis-à-vis des pays tiers, on parle de la Chine, par exemple, ce que je constate, c'est que la Chine est en train d'augmenter ses normes sociales et environnementales. Alors, c'est clair qu'ils partent pas du même endroit que nous. Le type de relation que nous devons avoir avec le reste du monde, c'est en effet quitter ce que De Gucht, le commissaire belge, qui est un farouche partisan du libre-échange à tout craint, on doit quitter ce mode-là et aller vers un mode de relation contractuelle. D'avoir, avec les grands partenaires commerciaux de l'Union européenne, des accords de la nature suivante. Nous nous engageons, vous et nous, à augmenter nos standards socio-environnementaux au fil de l'eau. C'est clair que nos points de départ ne sont pas les mêmes. Mais donc, on s'engage tous, plutôt que d'aller vers le nivellement par le bas, d'aller vers un nivellement par le haut. Et nous nous réservons, l'un et l'autre, avec la Chine, le droit de prendre des mesures de rétorsion si les engagements qui sont pris contractuellement entre nous ne sont pas tenus. Autrement dit, dire aux Africains, aux Chinois, tant que vous n'aurez pas rigoureusement les mêmes standards que nous, vous ne pouvez pas faire de commerce avec nous, ça ne va pas. Mais par contre, il faut être dans une tension qui, au lieu de tirer tout le monde par le bas, tire tout le monde par le haut. Parce qu'il faut bien se dire que, et là je parle alors de discussions internes au Vert, et les différences ne sont pas tellement dues au fait qu'on est au gouvernement ou pas, mais aussi de nos origines nationales. C'est clair que l'Allemagne a construit son business model actuel sur la grande exportation, et même les Verts allemands disent, oui, mais enfin, aller vers le protectionnisme, c'est un suicide économique pour l'Allemagne, parce qu'évidemment, les autres prendront des mesures de rétorsion, et donc le commerce international sur lequel nous avons construit notre prospérité va partir en vrille. Et donc ce sont ces tensions-là entre nous que nous devons être capables de gérer, comme je dis, pour sortir de l'adoration aveugle de la compétition, du marché et du libre-échange, vers un modèle plus équilibré. Moi, je ne suis absolument pas partisan d'une économie soviétique et dirigée, mais je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans le laisser-faire, laisser-aller. Et en effet, donc, il faut ramener le curseur dans un autre sens. On a 2 questions, mais M. Tanzili voulait réagir. Oui, je voulais réagir. En fait, une question qui avait été posée par Madame tout à l'heure et qui était intéressante sur, mais finalement, quels sont les grands projets qu'on pourrait alors apporter pour l'Europe, pour lui redonner une légitimité, parce que M. Wall a raison en rappelant la période de paix, mais voilà, il faut constater que dire l'Europe c'est bientôt 70 ans de paix, ça n'est plus suffisant pour les citoyens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est nécessaire, mais ça n'est plus suffisant. On en arrive au grand projet. Le véritable manque, la véritable panne, c'est un manque de justice sociale. Et là, je rejoins tout à fait monsieur dans le constat.
on a été trop loin dans une adoration de la compétition et du libre-échange. Mais moi, ce n'est pas la libre circulation des marchandises que je remettrais en cause comme moyen, parce que la libre circulation, qu'elle soit des marchandises, des personnes, c'est un moyen. C'est plutôt le prédicat qui est derrière, et c'est-à-dire le fait qu'on ne se soit occupé que de ça. La vérité, c'est que le protectionnisme, je suis d'accord avec M. Lambert, on va droit dans le mur en faisant ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'on attend pour avoir un serpent social comme on a eu un serpent monétaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend pour se fixer réellement des objectifs à 10 ans d'amélioration des politiques sociales et une forme de convergence? En réalité, il y a un mot qui est très à la mode au niveau européen, mais qui dans les faits ne se traduit plus du tout. On n'est plus du tout vers un système convergent. Au contraire, au nom du libre marché, parce que ça, la Commission avait la mission de le faire, c'était dans le traité, il faut y aller. Mais comme on n'a pas fait le reste, on n'a plus du tout une politique convergente. On a un problème, on n'a pas de serpent social. On a l'impression que la justice sociale est de plus en plus en panne. Quand vous me demandez quel est le premier projet sur lequel il faudrait que l'Europe s'attaque aujourd'hui, ce sont les paradis fiscaux, et les paradis fiscaux aux portes de l'Europe. Ça, si on veut vraiment marquer le coup de la construction européenne et de montrer que la construction européenne a du sens, le premier domaine dans lequel on doit intervenir aujourd'hui, parce que on n'a décemment pas une... Je veux dire, on peut faire des débats pendant des heures sur le fait qu'en politique industrielle, il faut donner plus de pouvoir à l'Europe, qu'il faut laisser plus faire les entreprises, et ainsi de suite. Il y a des débats de politique de fond. Mais j'aimerais entendre un jour un argument sérieux qui m'explique comment l'Europe n'est pas capable d'intervenir par rapport à Monaco. Enfin, comment est-ce que c'est finalement les Américains qui vont faire lever le secret bancaire aux Suisses? Donc est-ce qu'on se rend compte que nous, pour faire lever le secret bancaire aux Suisses, je suis presque dans la caricature, mais c'est voulu, hein. L'Union européenne ferme ses frontières avec la Suisse pendant 3 mois. Ils viennent en suppliant pour lever le secret bancaire. La vérité, c'est que c'est pas que les Suisses ne veulent pas lever le secret bancaire. C'est qu'il y a un certain nombre d'Européens qui ne veulent pas qu'on lève le secret bancaire en Suisse. Donc, si on veut vraiment rendre une légitimité à l'Europe, il y a plein de chantiers. On pourrait parler de l'énergie, parce que c'est hallucinant qu'on n'ait pas fait une véritable politique de l'énergie au niveau européen et qu'on laisse les États se faire une bagarre qui est clairement géostratégique en matière de politique énergétique. Mais la première, c'est en matière de justice fiscale, c'est sur les paradis fiscaux. Qu'on s'attaque réellement à ça, parce que là, il y aura un consensus politique, médiatique, parce que ça compte, et citoyen. Et j'attends qu'on me donne le contre-exemple en m'expliquant non, pourquoi il faut absolument laisser le secret bancaire en Suisse, à Monaco, à Jersey, sans parler d'un peu plus loin. Un dossier de paradis fiscaux qui doit interpeller M. Lamberts, puisqu'il avait fait les comptes et il avait remarqué que les banques actives en Belgique détiennent 1639 filiales dans des paradis fiscaux. Je ne partage pas toutes les conclusions. Je vais donner la parole quand même à d'accord, monsieur. Ce sera court. Juste 2 points. Le premier point, la question de M. Flao, comment intéresser l'opinion publique à l'Europe et aux élections européennes. Eh bien, c'est tout simplement de partir de problèmes concrets des gens, comme le problème de la sécurité alimentaire, le problème du chômage, le problème de la sécurité dans les villes, et de montrer comment, en appliquant ce qui a été décidé par l'Europe, on est arrivé ou non, ou on n'est pas arrivé à une réelle amélioration. Donc on montre la valeur ajoutée. Il faut montrer l'efficacité et la valeur ajoutée de ce qui est fait à l'Europe ou ce qui n'est pas fait et ce qui devrait être. Donc ça, c'est le premier point, c'est ma réponse. Donc la façon dont il faut préparer les futures élections européennes, ce n'est pas avec de belles affiches, avec de bons représentants, c'est avec le programme, ce qui a été fait, ce qui va être fait. Et d'autre part, un point aussi très important qui a été abordé plusieurs fois ce soir, la légitimité démocratique, qu'elle soit au niveau national ou au niveau européen. Donc, elle repose sur un système de représentation. Nous avons la Chambre des représentants. Et le problème, c'est que les représentants, que ce soit les représentants nationaux ou les représentants au Parlement européen, ont trop peu de contact avec l'opinion publique. La réunion de ce soir est une heureuse exception. Et donc, il faudrait demander que ces représentants aient plus de contact, par exemple, tous les 3 ou les 4 mois, expliquent à l'opinion publique, avec un échange un peu comme ce soir, quels sont les projets du groupe, les projets particuliers ou éventuellement les projets collectifs, et de voir l'avancement des projets. Donc il faut une approche par projet, une explication didactique vis-à-vis de l'opinion publique, et que l'opinion publique ait l'occasion d'interroger ses représentants pour être sûr que ces représentants les représentent bien. Donc la légitimité démocratique, elle est là. Réaction peut-être de M. Lamberts par rapport à cette légitimité, donc, par rapport à cet échange. À la fois, je suis d'accord
avec le constat général. Je suis entièrement d'accord que ça passe par un contact beaucoup plus fréquent. Je peux vous dire, en tout cas, moi, je ne peux pas en faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Parce que vous dites ce soir est une exception. Je peux vous dire que mes semaines, en général, quand je ne suis pas à Strasbourg, donc j'ai la chance, comme député européen, d'être dans ma circonscription tout le temps. Ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Donc c'est vrai que les députés européens belges, le fait que le Parlement ait 3 semaines sur 4 ici, ça aide. Hein. On peut donc être le soir dans des assemblées citoyennes, avec des syndicats, avec des clubs d'entrepreneurs, etc. Je fais ça en moyenne 5 fois par semaine. Donc en moyenne 1 fois par jour. Vos autres collègues sont aussi sur le terrain? Vous êtes 22? Écoutez, je pense que non. Je vais juste parler de mes collègues de mon parti parce que ça, je connais un peu mieux. Je pense en effet qu'on n'est pas assez sur le terrain et que ce que vous dites est vrai pour les députés européens, pour les députés régionaux, pour les députés fédéraux. Je pense que nous devons, comme représentants, en effet, nous avons 2 obligations professionnelles. 1, je veux dire, quand on est élu législatif, c'est 1, faire de la bonne législation et 2, interagir avec la société. Ça, je pense que ce sont les 2 jambes sur lesquelles doit marcher un élu législatif. L'exécutif, c'est autre chose. Et donc, je vois ça comme une obligation professionnelle que nous avons tous. Alors, est-ce qu'elle est suffisamment accomplie? Je dirais non. Aujourd'hui, non, clairement. Mais en tout cas, je pense que je n'ai refusé des invitations que vraiment pour des conflits d'agenda ou parce que je veux me garder un minimum de vie familiale. Mais en règle générale, y compris quand les demandes sont parfois un petit peu acide, hein, vous les députés européens, vous foutez rien, etc. J'ai un exemple, et ça s'est passé vraiment en Brabant Wallon en décembre, janvier. J'ai eu comme ça coup sur coup une série de très longs emails venus de citoyens d'ici, du Brabant Wallon. J'ai dit, écoutez, j'ai pas le temps de vous répondre complètement, mais par contre, je suis prêt à inviter quelques amis à la maison, je viens. Et je le fais. Je le fais et c'est passionnant. Et ça ne dure pas 2 heures, ça dure 4 heures. On commence à 8 heures, on finit à minuit. Quoi. Et donc l'intérêt est là. Donc là, je suis d'accord avec vous. L'intérêt citoyen, il est là, il ne faut pas le susciter. Mais il faut y répondre. Monsieur, une réflexion, une question? Oui, allez-y. Mais non, monsieur. Non, mais voilà, tout d'abord, et puis André connaît très bien ça, mieux que moi, l'article 33 de la Constitution des Belges dit que tous les pouvoirs émanent de la nation. Il ne faut jamais oublier ça quand même. Bon, alors, autre chose. Non, vous interrogez 10 personnes dans la rue, vous allez être étonné des réponses que vous allez recevoir. Bien. Alors, simplement sur le protectionnisme et le libre-échange que M. Jean-Paul Val a évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il faut, à mon sens, éviter de se polariser sur la notion de libre-échange et la notion de protectionnisme, parce qu'alors on est tout de suite dans un dualisme. En réalité, il faut faire du protectionnisme très modulé. Alors, je conseillerais d'utiliser un terme qui, à la Commission, ils ignorent ce que c'est, mais moi, dans mes rapports, je l'ai mis, une politique commerciale stratégique. Donc, il faut développer une politique commerciale stratégique, mais ce qu'eux appellent une commission stratégique, c'est en général du libre-échangisme pur et simple. C'est pas stratégique du tout. Mais si vous prenez les références universitaires américaines des grandes écoles, une politique commerciale stratégique, c'est une politique commerciale interventionniste sur certains points qui met des restrictions et qui intervient et qui implique une régulation des pouvoirs publics. Or ça, évidemment, bon, voilà, c'est ce que je voulais simplement dire et apporter ma pierre au débat. Voilà. Alors, avant de vous donner la parole, M. Flao, vous voulez aussi réagir par rapport à ce qui a été dit ces dernières minutes. Plusieurs choses. Donc, tout à fait d'accord pour dire que on est aujourd'hui dans une démarche qui est totalement déséquilibrée et plusieurs l'ont dit avant les autres, mais on est en train d'avancer dans le mur et le jour où on sera dans le mur, ceux qui nous auront conduits, eux, ils ne seront plus là parce qu'ils se seront mis à l'abri. Ça, c'est la première chose, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ensuite, je crois qu'il faut effectivement décliner dans toutes ses formes la solidarité et essayer d'anticiper les choses. Parce qu'on vient de citer plusieurs exemples, mais quelle bagarre pour avoir une taxe sur les transactions financières. Ça, on n'y est pas encore, mais on y arrive. Il a fallu un changement de gouvernement en France, et puis, bon, on y arrive. Quel constat on découvre que maintenant il y a des paradis fiscaux. Il y a des années qu'on dit qu'il y a des paradis fiscaux, mais tout le monde faisait un gros semblant de rien, en disant oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est grâce au PS français. C'est grâce au PS français, effectivement, qu'on va faire quelque chose sur les paradis fiscaux. De la même chose aussi, d'ailleurs,
de lutter contre la grande fraude fiscale. On va maintenant enfin s'y atteler, peut-être aussi au niveau européen. Mais tant mieux, à chaque chose, malheur est bon, mais il faudrait peut-être plutôt que de subir, il faudrait peut-être anticiper les choses. Et ça, c'est peut-être le projet européen dans ce domaine-là aussi. Réintéresser les gens. Ben oui, aussi, je passe beaucoup de soirées. Rassurez-vous, je ne mets pas uniquement des panneaux sur les routes. Et rassurez-vous, moi j'en mets aussi quand c'est pas des élections, c'est pas des années électorales. Je fais ça depuis 6 ans. Je suis en permanence sur le terrain parce qu'on ne peut pas faire de la politique correctement si on n'est pas en permanence sur le terrain et en permanence en contact avec la population. Je crois comme vous, effectivement, que pour renouer le contact et combler le fossé qu'il y a entre les citoyens et les élus, il faudra d'abord passer au-dessus de ce que font les médias. Excuse pour les médias qui sont ici, mais elles déforment les choses. Et les médias sociaux sont un prisme déformant qui amplifie des rumeurs et qui donne ou désinforme les choses. Et donc il faut effectivement, pour combler ça, retourner au contact direct, un maximum de contact direct. Mais pour avoir un contact direct comme politique, il ne suffit pas que les politiques le veuillent, qu'il soit disponible. Il faut aussi que les citoyens acceptent de participer. Et vous admettrez que malgré toute la qualité de la communication qui a été faite pour annoncer cette soirée, cette assemblée n'est pas nécessairement très nombreuse. Et donc, en clair, croire et vous faire croire que le citoyen a tous les droits, que le citoyen doit savoir, le citoyen qui fait son mail, le citoyen qui fait ceci, c'est pas électoral ce que je dis, le citoyen qui s'adresse à ceci, etc. Et non. Il faut arriver à une situation où le citoyen cesse d'être cette espèce d'oisillon dans un nid à qui il faut donner la béquille avec les informations. Il faut arrêter ça. Il faut aussi que les gens se reforment, qu'il y ait une éducation citoyenne qui se donne dans les écoles au maximum et que l'on fasse en sorte que les gens aient envie de venir s'informer, mais pas avec cette espèce d'esprit de suspicion par rapport aux élus qui sont toujours un peu considérés comme les planqués de la société, qui sont là pour eux-mêmes, etc. Non, on fait notre boulot. M. Lamberts le fait, Jean-Paul Loal le fait. La toute grosse majorité des hommes et des femmes politiques sont sur le terrain beaucoup plus souvent que vous ne le pensez, et pas uniquement sur les plateaux de télévision. Mine Rechant, par rapport à la place du citoyen, justement, dans le débat européen, comment améliorer cette place, et est-ce qu'effectivement le citoyen a assez de place? Mais je pense effectivement que c'est aux citoyens à la prendre, cette place. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'opportunités, il y en a de plus en plus, mais c'est aussi aux citoyens de la prendre. Lorsqu'on discute et lorsqu'on interroge des hommes et des femmes politiques dans des entretiens de recherche, on se rend compte qu'il y a eu un changement, pas nécessairement un changement de génération, mais par rapport à l'attitude des citoyens, où s'il y a 10 ou 15 ans on parlait véritablement d'un déficit démocratique, il y a eu une prise de conscience au niveau du monde politique par rapport à ceci. Maintenant, c'est également aux citoyens de venir rencontrer cette demande et cette offre. Monsieur Bastin, vous vouliez aussi réagir? J'avais une question d'ordre économique. L'Europe, on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment l'Europe des régions, l'Europe de solidarité entre les régions au niveau économique. Sauf erreur de ma part, le plan de cohésion, appelé comme tel au niveau européen, qui est l'entrée, en tout cas le plan européen 2011-2013, je pense où on établit les critères pour réduire les disparités entre les régions au niveau économique. Question plutôt au professeur Rechant, mais c'est une question évidemment ouverte. Est-ce que vous pensez que au jour d'aujourd'hui, c'était déjà difficile avant, mais au jour d'aujourd'hui, avec l'ouverture de l'Europe, avec des régions vraiment très 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 différentes, et on a la chance d'avoir une célébrité belge, enfin au niveau professoral, qui était le professeur Kévy, qui a participé à l'établissement des critères il y a plusieurs années. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est réaliste pratiquement ou théoriquement, l'un ou l'autre, est-ce qu'il est pratiquement et théoriquement possible d'encore fixer des critères réalistes pour fixer ce plan de cohésion 2014, 2015, 2016? Question à Mine Rechant. Et puis j'ai une petite question d'ordre monétaire, mais comme ça je pose les deux en même temps. Quand on entend la population, et je pense que tous les hommes politiques présents à la table pourront le dire, quand on entend la population, il y a une question d'ordre économique quand on parle de l'euro. Les gens nous disent, est-ce que justement quand on a étendu l'euro à toute une série de pays,
est-ce que les critères d'attribution, est-ce que les contreparties, en tout cas d'obligations à remplir au niveau justement, on parlait évidemment de l'administration fiscale de la Grèce, enfin, si elle existe. Le problème, il est là, je pense aussi, c'est que les citoyens se disent on a étendu l'euro de manière un petit peu facile à des pays qui ne donnaient pas peut-être de contrepartie efficace de gestion fiscale notamment. Voilà. Première partie de la question.